Bonjour, je vous propose de montrer aujourd'hui le théorème de Dedekind. Vous allez voir, c'est un théorème qui m'a été présenté par un ancien camarade de promo, François, qui m'avait dit l'avoir mis dans son plan au moment de la Greg. Alors c'était la Greg début 80, hein, donc c'était une époque où les livres, il n'y avait pas des livres avec des développements, etc. On se les refilait sous le manteau, on se refilait des développements comme ça. Il avait pris celui-ci, je ne sais pas s'il en avait fait un développement, mais en tout cas c'était dans son plan. Regardez le théorème, soit j'ai un groupe fini tel que, quel que soit H, un sous-groupe de G, donc pour tout sous-groupe de G, H est distingué dans G, donc évidemment on pense au groupe abélien, et bien il n'y a pas que ça. Alors G, c'est le produit direct de Q par U par V, où Q, c'est le groupe des quaternions, hein, le groupe d'ordre 8, que je vais rappeler un petit peu. U, c'est Z sur 2Z puissance N, donc un groupe abélien d'exposant 2, et V, c'est un simple groupe abélien d'ordre impair. Alors, on a vu dans une vidéo précédente que ça vérifiait bien. Ça, c'était la partie facile, on va dire, du théorème, que ça vérifie bien le fait que tout sous-groupe est distingué. Mais là, maintenant, surtout, on va voir le théorème, le vrai théorème, c'est-à-dire la partie difficile. C'est-à-dire que si on est dans cette situation, alors forcément, on retrouve Q croix U croix V. Voilà, allez, on s'y met. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est essayer d'apprendre à reconnaître que l'on a un groupe quaternionique dans notre jardin. D'accord? Comment reconnaître Q? Ça va nous être utile pour voir que dans G, il y a une copie, hein, de Q. Alors, Q, je vous rappelle, c'est le groupe quaternionique, il a 8 éléments, 1 moins 1, I moins I, J moins J, K moins K. I est d'ordre 4, I carré ça fait moins 1, voilà, c'est pour ça que c'est aussi I, moins I c'est I fois moins 1, J pareil et K pareil, K est égal à IJ. Donc ce qui est intéressant c'est de voir que en fait I et J sont d'ordre 4, que IJ, I moins 1 quand on conjugue, on a moins J, c'est-à-dire J3 aussi, ou si on préfère, J-1. Voilà. Donc I et J ne commutent pas, évidemment. Et que I2 égale J2 égale moins 1 qui va commuter avec tout le reste. À partir de là, on voit que K qui est défini par IJ est d'ordre 4, etc., etc. Donc on voit qu'ici, on a un groupe, avec juste ça, on arrive à reconstruire toute la table du groupe. Vous pouvez vérifier. Maintenant, réciproquement, comment on reconnaît qu'on a Q? On va prendre un groupe avec deux générateurs. Évidemment, comme c'est non abélien, on ne peut pas avoir qu'un seul générateur. Les deux générateurs, A, ce sera, faut imaginer que c'est le rôle de I, et B, le rôle de J. Ils sont d'ordre 4. J'écris l'ordre comme ça, avec des... c'est des cardinaux, en fait. Hein, c'est le cardinal du sous-groupe engendré par A. Hein, donc, je l'écris comme ça. L'ordre de A et l'ordre de B, c'est 4. On va supposer que AB, A-1, B-1, c'est-à-dire le commutateur, je l'écrirai comme ça, de AB, ce sera plus simple de l'écrire comme ça, c'est un élément C qui va être d'ordre 2, d'accord? Donc, en particulier, comme il n'est pas d'ordre 1, ce n'est pas l'identité, ce n'est pas l'élément neutre, donc A et B ne commutent pas. Mais en revanche, C, il va commuter à A et B. Voilà, avec ça, vous arrivez à reconstruire, vous voyez, C, ça va être, donc ici vous allez avoir A, ici vous allez avoir B, ensuite vous allez avoir C, ici ce sera moins 1 d'ordre 2, ici vous avez évidemment l'élément neutre, vous allez avoir CA, CB, AB et CAB, et en fait, en utilisant le fait qu'on a ici un ordre 4, qu'on a cette commutation et que C commute à A et B, eh bien on voit qu'on n'a rien d'autre. Donc ça caractérise complètement le groupe Q. Voilà, ça on va s'en servir. Maintenant on va attaquer la preuve. Alors regardez comme c'est beau. On attaque la preuve.
Et déjà dans la preuve de Dedekind, j'attaque la preuve, ça va être magnifique, mais je vous préviens, quand on veut le lire dans le texte, c'est en allemand, c'est les articles du 19e siècle, ça parle beaucoup, il y a peu de formules, beaucoup de littérature à lire, c'est un petit peu difficile, donc après, on peut retrouver ça dans des livres en anglais un petit peu plus actuels. Si ça vous intéresse, vous pouvez, je vous donnerai des références. Mais on va partir, et ça c'est la belle idée, hein, regardez la belle preuve, de A et B dans G. Donc, ah oui, j'ai oublié de dire que G, effectivement, non abéliens, sinon on aurait les groupes abéliens. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des groupes non abéliens, hein, parce que les groupes abéliens, évidemment, vérifient clairement la propriété. Et donc, si c'est non abélien, je peux trouver A et B d'ordre M et N, tel que le commutant de AB, donc, que j'ai défini comme ceci ici, est donc différent de E, c'est-à-dire qu'il ne commute pas, et je vais supposer que M plus N est minimal, hein, pour cette condition. Voilà. Vous voyez, c'est des belles idées. Et vous allez voir, le lemme, c'est que à partir du moment où on a ça, avec cette minimalité, alors A et B engendrent le groupe quaternion unique. Voilà, c'est ça qu'on va voir dans un premier temps. D'abord, C, d'accord, qui est égal au commutant, AB, A-1, B-1, étant donné que le sous-groupe engendré par A, ben, c'est un sous-groupe, donc il est distingué par hypothèse, dans G, et pareil pour le sous-groupe engendré par B. Si vous regardez cette partie-là, ben, vous dites que le sous-groupe engendré par B est distingué, donc ici vous avez quelque chose de la forme B puissance K, fois B-1, et pareil, si vous regardez comme ceci, cette partie-là, vous avez A fois un A puissance L. Donc vous voyez que C peut s'écrire de deux manières. Il peut s'écrire comme puissance de B et comme puissance de A. Voilà. Donc C, il appartient au sous-groupe engendré par A, intersecté avec le sous-groupe engendré par B. Et donc en conclusion, voilà, première conclusion, C commute à A et B. Alors, si le commutant commute à A et B, alors là, on a, c'est du non commutatif, mais du non commutatif light. Je m'explique, on va avoir un formulaire assez agréable, on va pouvoir compter les commutations. Alors, regardons de plus près le formulaire. D'abord, par définition, AB, c'est égal à BA fois C, d'après la définition là. Ce qui veut dire aussi que BA, c'est AB, c'est moins 1. Bon, je mets ça dans tous ces états. BA-1, c'est A-1, BC. Bon, donc là, pour l'instant, j'ai rien utilisé. Juste la définition. Maintenant, si je veux commuter A et B puissance K, donc je regarde le commutant de A et B puissance K, ça fait A, B puissance K, A-1, B puissance moins K, par définition. Et maintenant, regardez, à chaque fois, je vais faire commuter A et B, mais il faut que je le commute K fois, d'accord? Pour qu'il rejoigne ici, A-1, et que ça s'annule. Quand ça s'annulera, j'aurai B puissance K et B puissance moins K qui vont s'annuler. Et en fait, à chaque fois que je commute, eh bien, il apparaît donc ici un C, d'accord? Et comme C commute à A et B, je peux le mettre complètement à droite. D'accord? Voilà. Donc, je vais commuter une fois et je vais mettre C à droite, puisque ça commute avec tout le reste, puis deux fois, etc. Et finalement, ici, la puissance de C que je vais obtenir à la fin aura compté le nombre de commutations nécessaires à faire rejoindre A et A-1. Et donc, BK et B-K. Donc ici, ça, c'est égal à C puissance K. Voilà, faites-le, vous voyez, c'est assez agréable de le faire. Donc voilà déjà une formule. Maintenant, quand on va faire AB puissance L, eh bien ça fait AB, 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 etc. L fois. Et cette fois-ci, je vais commuter B et A, d'accord? Puis j'aurai A2, B2. Je vais commuter ensuite A et B2. Et ensuite A et B3, etc., etc. Jusqu'à A
et B puissance L-1. D'accord? Puisqu'il y a un B ici. Donc, à la fin, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai A puissance L, B puissance L, puisque j'aurai fait mes commutations. Et, comme tout à l'heure, avec C, en fait, je vais utiliser, à chaque fois que j'utilise cette formule, donc c'est C-1 que je vais retrouver, à une puissance qui calcule le nombre de commutations qu'on a faites. Et ça, c'est encore une fois, parce que le commutant commute avec A et B. On est dans cette situation-là. Donc ici, j'ai là A puissance L, B puissance L, C puissance moins L, L-1 sur 2, puisqu'on a fait une commutation, puis 2, puis 3, puis 4, jusqu'à L-1, et donc on a la série arithmétique. Voilà, si ça vous plaît, bienvenue dans le calcul non commutatif. C'est le premier stade du calcul non commutatif, quand le commutant commute avec les éléments. C'est assez agréable. Eh bien, on va se servir de ça maintenant, et regardez l'élégance de ces preuves. Vous prenez P qui divise grand N, N c'est l'ordre de B, et avec P premier évidemment, et je vais regarder A, le commutant de A et B puissance P. Comme B puissance P est d'ordre N sur P, et que A est d'ordre M, par minimalité de M plus N, eh bien ça veut dire que B puissance P commute à A, parce qu'on avait pris M plus N minimal tel que on ait le commutant qui soit différent de E. Donc ici, le commutant c'est E. Mais le commutant, d'après cette formule, c'est le commutant à la puissance P. Bien, ce qui veut dire que C puissance P est égal à E. Super. Si C puissance P égale E, comme P est premier, soit C égale E, mais ça c'est pas possible, parce qu'on a dit que A et B ne commutaient pas. Donc C est d'ordre P. Mais P est unique, puisqu'il est entièrement déterminé par C. D'accord? Donc par A et B. Donc ça veut dire qu'on avait pris un premier diviseur de N, mais il n'y a qu'un diviseur de N. Et pareil pour M, parce que A et B jouent des rôles symétriques. Donc P, c'est l'unique diviseur de l'ordre de B et de l'ordre de A aussi. Voilà. Donc, on va dire que C, c'est une puissance de A, d'après ce qui est là. C, c'est une puissance de B. Donc C, c'est A puissance P puissance R. C, c'est B puissance P puissance S. P, il est fixé, maintenant. Ou l'ordre de A, c'est P puissance R plus 1, et l'ordre de B, P puissance S plus 1. Ben oui, puisque C est d'ordre P, et que A et B sont d'ordre une puissance de P. Bien. On va supposer par symétrie entre A et B que R est supérieur ou égal à S. Et donc, je vais poser B1 égale A puissance moins P puissance R moins S fois B. Voilà. Donc, je vais faire ça. Regardez, maintenant, comme ça va être magique, j'ai le droit de le faire parce que R est supérieur ou égal à S. Et maintenant, je vais mettre B1 à la puissance P puissance S. Alors, vous remarquerez que dans un premier temps, comme A et B ne commutent pas, A et B1 ne commutent pas non plus. Parce que B1, c'est B fois quelque chose qui commute avec A. Bon, donc par l'absurde, évidemment, A et B1 ne commutent pas. Alors, comme A et B1 ne commutent pas, forcément, toujours cette hypothèse de minimalité, forcément, l'ordre de B1 est obligé d'être plus grand que grand N. Donc plus grand que S plus 1. Plus grand au sens large. Que P puissance S plus 1. Ce qui fait que B1 puissance P puissance S, forcément, ne peut pas être égal à E. Sinon, l'ordre serait plus petit. Bon, strictement plus petit, c'est pas possible par minimalité. Donc on a B1 puissance P puissance S est différent de E. Maintenant, je vais le calculer. D'accord? Je vais mettre ça à la puissance P puissance S. Eh bien, je vais utiliser évidemment cette formule. Et c'est facile de voir que ici, je vais avoir, quand je vais mettre ça à la puissance P puissance S, je vais avoir A puissance moins
PR. Quand je vais mettre ça à la puissance P puissance S, je vais avoir B puissance P puissance S, évidemment. Et ensuite, il y a C qui va compter toutes les commutations qu'on a faites. C'est-à-dire, comme on a mis à la puissance P puissance S, on va avoir P puissance S, facteur de P puissance S moins 1 sur 2, comme ce qu'on avait ici. Et alors après, ben, voilà, en fait, comme on le fait non pas sur A, mais sur A puissance moins PR moins S, eh bien, on va avoir moins PR moins S parce qu'on l'a fait sur A et non pas sur B. Donc, il y a des moins. Bon, vous vérifierez les signes, mais en gros, c'est ça que l'on a. Et maintenant, regardez, la fin justifie les moyens. A puissance PR, eh bien, c'est, on l'a dit, C. Donc ça fait C puissance moins 1. Et ça, c'est C. Donc ça s'élimine. Et il va rester uniquement ce truc-là. C'est-à-dire que quand on développe, ça fait C puissance moins P puissance R, facteur de P puissance S moins 1 sur 2. Je vous rappelle évidemment que R est supérieur à 1, R est supérieur ou égal à S, qui est supérieur aussi à 1. Si par exemple S était égal à 0, ici on aurait 1, ici P puissance 0 ça ferait 1, et B, C serait égal à B. Ce qui n'est pas possible parce que C commute à A et B ne commute pas à A. Donc on ne peut pas avoir C égale B. Donc on a R supérieur ou égal à 1, R supérieur ou égal à S supérieur ou égal à 1. Bon, regardez, bah, ici, on a une puissance de C qui est différente de E. Donc il ne faut pas qu'il y ait la moindre puissance de P, puisque C puissance P est égale à E. Donc ça veut dire quoi? Si P est impair, ici, on va avoir quelque chose, un entier naturel. Et comme R est supérieur ou égal à 1, on va avoir C puissance P, et donc on va avoir E, contradiction. Donc P est pair, donc P est égal à 2, mais P égale 2 ne suffit pas. Il faut que ici ça fasse 1, et ici ça fasse 1 aussi. Sinon on va avoir des puissances de 2, et comme C sera d'ordre 2, ben, ce ne sera pas possible. Donc, en fait, la seule possibilité, vous allez vous convaincre, que c'est R égale S égale 1. Voilà. Et maintenant, regardez, c'est magique, on retrouve Q, c'est terminé. A est d'ordre 2 puissance 1 plus 1, ça fait 2, donc A est d'ordre 4, B est d'ordre 4, C est d'ordre 2, C commute à A et B. On a tout ce qu'il faut avec le commutateur. C'est terminé, hein, c'est fini. On n'a que Q, ici, est isomorphe au sous-groupe engendré par A et B. On a fait le plus gros. Maintenant, on va continuer et on va essayer d'obtenir ces U et V. Alors maintenant, regardez, les choses vont être de plus en plus simples. On regarde Q comme étant égal au sous-groupe engendré par A et B. Bon, et donc les A et B qui ont été trouvés tout à l'heure. Et maintenant, en fait, je vais regarder le commutant de Q dans G. Donc c'est l'ensemble des petits G dans G qui commutent à tous les éléments de Q. En fait, il suffit qu'ils commutent à A et à B pour qu'ils commutent à tout Q. Et le lemme est le suivant. C ne contient pas d'éléments d'ordre 4. Deuxièmement, B est abélien. Troisièmement, G, tout élément de G est produit d'un élément de Q et d'un élément de C. Voilà, déjà, et avec ça, vous allez voir que ça va glisser tout seul. La preuve de 1, bah, il ne contient pas d'élément d'ordre 4. Par l'absurde, je vais supposer que X d'ordre 4 dans C. Bien. Comme X et B commutent, évidemment, Bx est d'ordre 4 aussi. Donc, regardez, le sous-groupe engendré par Bx, c'est un sous-groupe distingué par hypothèse, et quand on va le conjuguer par A, on va avoir une puissance de Bx qui va être de même ordre, évidemment, puisque la conjugaison respecte l'ordre.
Donc, qu'est-ce qu'il y a comme élément d'ordre 4 dans le sous-groupe engendré par Bx? Bah, certainement pas l'identité, le neutre. On a Bx, évidemment. Bx au carré, non, puisqu'il est d'ordre 2, mais on a Bx3, qui est égal à Bx, le tout moins 1. Mais en fait, on n'a pas le choix, parce que si A Bx A-1 est égal à Bx, eh ben, ça voudrait dire que A commute à Bx, et comme il commute à x, eh bien, il commuterait à B, ce qui n'est pas vrai. Donc, A Bx A-1, qu'une seule possibilité, c'est Bx puissance 3 ou Bx puissance moins 1. Donc maintenant, regardez, on va trafiquer un petit peu. Ici, je regarde A, B, A-1, X, puisque X, il est dans C, hein, donc il commute à. À gauche, je dis A, B, A-1, mais je sais que ça fait B-1, ça c'est les relations qu'on a dans le groupe quaternionique, donc ça fait B-1, X, bien sûr. Et ici, bah, comme B et X commutent, ça fait B-1, X-1. Donc je peux simplifier par B-1, et j'ai x égale x-1, c'est-à-dire x2 égale e. Or, x était censé être d'ordre 4, donc on a une contradiction, donc c'est pas possible, C ne contient pas d'élément d'ordre 4. Du coup, C est abélien. Pourquoi? Parce que d'après le lemme de tout à l'heure, étant donné que C va encore vérifier les mêmes hypothèses que le théorème d'Edkin, eh bien, s'il y avait deux éléments qui ne commutent pas dans C, alors, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, on pourrait les choisir minimaux, en ordre, et donc on aurait des éléments d'ordre 4. Et ben, ça, c'est pas possible puisqu'il n'y a pas d'éléments d'ordre 4. C'est vraiment une preuve magnifique, hein, vous voyez? Non? Bon, si, quand même. Alors, ok. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à montrer que G est égal à QC. Et regardez, c'est facile, on prend X dans G, d'accord? Et il faut montrer qu'il est sous cette forme-là. Alors regardez, je vais mettre un tableau, si X commute à A et si X commute à B. Alors, imaginons que X commute à A et commute à B. Bah, évidemment, donc du coup, X commute, il est dans le commutant, il est dans C. Bon, donc pas de souci, puisqu'il commute à A et B, il commute à tout Q. Donc X est dans C, donc c'est bon. Si X commute à A et X ne commute pas à B, alors là, ça demande un petit peu de réflexion. Je vais regarder AX, puisque X commute à A, ben AX, il commute à A aussi. Bien. Maintenant, est-ce qu'il commute à B? Ben oui, regardez, quand vous allez faire la conjugaison de AX sur B, ça fait A, X, B, X-1, A-1, mais d'après, étant donné que X ne commute pas à B et que B est d'ordre 4, comme tout à l'heure, ça fait XB, X-1, ça fait B-1. Donc ça fait A, B-1, A-1, mais ça encore une fois, ça fait B. Donc on retombe sur nos pattes. Donc moralité, AX commute à A, AX commute à B, donc AX est dans C. Bon, bah, le nom oui, il faut prendre Bx, et le nom non, il faut prendre ABX pour avoir un élément de C. Dans tous les cas, X appartient à QC, hein, en passant A de l'autre côté, voilà, tout ce qu'il faut, là où il faut, bon, voilà. Et on a G égale QC. Bien, là maintenant c'est terminé, sauf que dans le commutant, on a le fameux petit c qui est égal à AB, donc le moins 1 si vous voulez du groupe quaternionique, qui appartient au commutant de Q, parce qu'il appartient au centre de Q, donc il appartient au commutant. Donc il faut se débarrasser de ça. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, voilà, c'est presque terminé. Bon. Alors la première chose, c'est que C ne possède pas d'éléments d'ordre 4. Donc il ne possède pas d'éléments d'ordre 8, d'ordre 16, d'ordre une puissance de 2 plus grande que 2. Donc, mais C peut posséder, ici, des éléments d'ordre 2. Donc ici, on va regarder l'ensemble des X tels que de C, tel que X2 égale E. Donc ça, c'est un sous-groupe de C, évidemment, et on va regarder V, l'ensemble des X de C d'ordre impair, qui lui va être aussi un sous-groupe de C.
parce que C est abélien. Hein. Maintenant que C est abélien, ces choses-là sont vraiment très faciles. Donc maintenant, ben, on sait que U tilde va être un Z sur 2Z, ça c'est théorème de structure, hein. Z sur 2Z puissance K. Donc c'est un F2 espace vectoriel. Et c'est comme ça que je vais pouvoir prendre un supplémentaire, parce que c'est un F2 espace vectoriel. Je regarde le sous-espace engendré par C, et il est supplémentaire d'un certain U. Voilà. Donc comme ça, je me débarrasse ici de C. Là, on a réussi à prendre, donc comme c'était le commutant, on a des produits directs. Pourquoi? Parce qu'on a réussi à extraire du commutant la partie du commutant qui était d'intersection triviale avec Q, hein, puisque ça s'est fait à coup de base incomplète hein, sur un F2 espace vectoriel. Voilà, je vous rappelle que la réciproque, ça marche, ça a été fait dans une vidéo précédente. Merci à François hein, pour ce petit sujet qui m'a émerveillé, qui m'a permis d'ouvrir des livres en allemand. Et voilà, c'était une belle preuve à l'ancienne, hein, ça sent bon les groupes finis du 19e siècle, ça, ce genre de preuve. Et puis vraiment incroyable de se le passer comme ça sous le manteau, et puis de dire ah bah tiens, je vais mettre ça dans mon plan, la grecque. Ouais, on a quand même du mal à se plonger dans cette époque-là. Même si je ne suis pas spécialement passéiste, hein, je trouve que le niveau à la grecque des développements est vraiment chouette par rapport à celui qu'on avait avant, parce qu'on n'avait pas de livres, on bricolait des trucs, on avait même des développements assez ridicules. Hein. Je suis retombé sur un cahier de notes d'un copain qui prenait les notes d'agrég, un peu pour moi d'ailleurs, c'était gentil. Et ben franchement, voilà quoi. Autant le bac, il y a une différence fondamentale au niveau du bac, autant les devs et les niveaux des plans à l'agrégation, je trouve que ça a même plutôt augmenté. Donc pas de passéisme, hein, donc pas du tout. Voilà, allez, on va s'arrêter là.